Quand tu arrives en haut, il y a 30 secondes, une minute là, qui sont très très fortes. Et quand je vis une minute comme ça, pour moi, je me rends compte qu'elle a aucun prix cette minute-là que je vis, parce que aucun prix au niveau de la souffrance. Donc ça vaut cette minute-là. Allô? Tiens Benoît, comment vas-tu? Ben, je bricole un peu, toi, je fais de la peinture en ce moment. Non, non, je fais pas que des 8000, je prends aussi des toutous dans les Alpes. Pas de problème, quand tu veux. Demain matin. Ok. Bonne journée, ciao Benoît. Quand t'avais 10-12 ans, tu rêvais à quoi? Moi, je rêvais d'aller en montagne et je savais que je serais guide de montagne. Déjà? Ouais. Une vraie vocation, ça. Ouais. Non, j'ai eu de la chance de trouver très très vite mon chemin. En fait. Tout gamin, j'avais trouvé mon chemin. Et là, je suis tout de suite bien parti. Et qu'est-ce qui fait courir Erhard Loretta, en fait? Pour le moment, c'est encore de faire évoluer un petit peu l'himalayisme. Pour moi, ça, c'est ma grosse motivation. Mais même d'emmener des gens, de par mon métier de guide, d'emmener des gens en montagne, de leur faire découvrir ça, pour moi, ça a autant de valeur que de faire un 8000 mètres. C'est différent, mais j'y attache autant de valeur. La montagne reste la montagne, que ce soit à 8000 ou à 2000. Hop là! C'est le grand luxe, là, c'est plus un bivouac. 5 étoiles, hein? Ouais, là, il faudra rajouter une étoile. Ça doit te changer de tes bivouacs. Et ton âme de fribourgeois qui doit se réveiller, là. C'est des fribourgeois qui ont construit ça, hier. Ouais, écoute, moi, je suis plutôt pour l'Alpe sauvage. Ah, super, extra comme quoi, hein. Le style loretan, c'est aussi le fait d'aller vite et léger. Ouais, alors, si tu veux, on a remarqué beaucoup de choses en altitude. On a vu qu'en dessus de 7000, les batteries se déchargent continuellement. Alors, on s'est dit avec Jean, pourquoi on n'utiliserait pas cette énergie qui est de toute façon perdue pour continuer? Alors, c'est là qu'on s'est dit, voilà, on va essayer de partir jour et nuit, donc faire des non-stop, de temps en temps des petites pauses. Alors, ça nous amenait beaucoup d'avantages, c'est-à-dire que vu qu'on dort plus en altitude, plus besoin de tente, plus besoin de sac couchage, plus besoin de grand-chose, dans des petits sacs, d'où cette rapidité. Et cette rapidité, à mon avis, c'est notre assurance vie. C'est vrai que selon la médecine, on devrait boire 5 à 6 litres par jour. Et quand tu penses qu'en dessus de 7000 mètres, il faut plus d'une heure pour faire fondre un peu de neige, pour avoir 1 litre d'eau froide, il faut plus d'une heure. Si tu fais le calcul, il nous reste plus grand-chose pour grimper. Donc le temps qu'on perdrait, l'énergie qu'on dépenserait à nous faire à boire, on la perdrait de toute façon. Donc autant y aller. Nous, on prend 1 demi-litre d'eau dans la poche.
Et puis on y va, quoi. Et puis, moi, j'arrive même à faire des... À l'Everest, par exemple, j'ai fait 43 heures aller-retour. Je suis parti avec mon demi-litre, je suis rentré avec. On essaie de manger un petit peu avant de partir, tu vois, on va jusqu'au pied de la paroi. Là, on essaie de manger. On mange en général une fondue, ça va pas mal. Et puis après, en altitude, c'est un bâton de vos sports par jour, 2 maximum, tu vois. T'as pas faim. La fondue, c'est bon pour le moral aussi. Ouais, ça crée la bonne humeur. Est-ce que quand tu montes comme ça à deux, est-ce qu'on se parle? Très peu. Si tu te parles, je dirais que sur une ascension de 40 heures, tu dis 4 mots, toi. Puis encore, si t'es peut-être pas sur l'itinéraire, on va à gauche, on va à droite, mais on se parle très peu. Tu sais, on est dans une espèce de petit cocon chacun, et puis tu progresses, t'as des moments, c'est dur, t'as un coup de barre, tu luttes pour toi-même, si tu veux. Et puis c'est chacun un peu pour ça. Sur les 14 sommets, est-ce qu'il y en a... Il y a une image qui reste? Ouais, je te dirais quand même, le sommet de l'Everest, c'est le sommet où on est resté le plus longtemps. On est resté 1 heure et demie au sommet. C'était une journée comme aujourd'hui, fantastique, presque pas de vent. On n'avait plus envie d'en descendre. T'es sur le plus haut point du globe. Déjà dans le style où on l'avait fait, tu vois, on en avait vraiment bavé de la neige jusqu'en dessus du ventre. On a passé 1 heure et demie là que je donnerais cher pour la revivre. Est-ce que tu as l'impression que tu es un autre homme là, à ce moment-là? Ah oui, t'es complètement ailleurs. T'es dans un autre monde. Et c'est ça que les gens, tu peux pas leur expliquer, toi. Tu peux pas leur faire partager ça. T'es déjà, ouais, t'as un pied dans l'au-delà, à mon avis. C'est-à-dire? C'est-à-dire que t'es à la merci de tellement de choses là-haut. Tu peux être mort en 1 heure, tu vois. Tout d'un coup, tu chopes le coup de barre, t'es plus capable d'avancer, tu t'assieds, t'es mort. Donc, à partir de 7005, à mon avis, tu rentres dans la zone de la mort, et ça, je crois qu'elle existe vraiment. C'est une zone où c'est physiologiquement impossible de vivre. Et là, bah, tu sais qu'il ne doit rien t'arriver. Ben voilà, quand tu marches à 7-8 000 mètres, tu sais qu'à droite, ben, c'est la vie, puis à gauche, c'est la mort. Tu es sur une corde, et puis il faut essayer, toi, d'être le maximum possible lucide pour pouvoir survivre. T'es un survivant quand tu redescends, en fait. Ouais. Moi, j'ai l'impression que quand tu rentres dans 8000 mètres, t'es un survivant. Tu arrives de nouveau vers la vie, c'est une impression assez incroyable. Ça t'a donné un peu une dimension mystique, si je puis dire. Ouais. C'est vrai que là-haut, tu ressens, par exemple, souvent, à 2-3 reprises, j'ai ressenti une présence très, très forte, tu vois, d'une troisième personne. J'arrive pas à expliquer quoi, mais je l'ai ressenti plusieurs fois. Très, très fort. Ange gardien? Je pense. En tout cas, on en a bien besoin, de toute façon. Ben voilà, nous sommes arrivés sur ce sommet. Il fait un temps magnifique. J'aurais jamais cru pouvoir arriver là, sur cet Everest. En tout cas, pas ce matin. Et c'était vraiment un moment assez fabuleux. J'aurais plutôt parler de ce qui se passe dans ma tête. C'est pas la première fois, j'ai eu déjà des hallucinations au K2. Alors ici, c'est dingue. Je vois des grimpeurs sur les séracs. Un gars habillé en carnaval. Avant, je me suis surpris à voir un transformateur sur un nuage qui était sur notre camp avancé. Vraiment, je déraille. Les 8000, c'est dingue.
parle souvent de la montagne intérieure. T'as l'impression que tu l'as gravie, celle-là? Non, je pense que tu as fini de la gravir quand tu es au bout de ta vie, quoi. Hein? Je crois que tout le monde sur cette terre est là pour essayer de se développer intérieurement. Et moi, j'ai l'impression que tu finiras de te développer le jour où on va t'enterrer. Ouais, ça tient pas mal. En fait, pourquoi? Pourquoi tu vas là-haut? Bon, écoute, c'est une question que je me suis jusqu'à maintenant jamais posée. Pour moi, grimper, c'est naturel. Moi, je grimpe, j'ai besoin d'aller à la montagne comme je bois, comme je mange. C'est tout simple. Est-ce qu'on a besoin de toujours trouver une réponse à tout, quoi? Faut laisser une part de mystère. Et quand je te demande qu'est-ce qui fait courir Erhard Loretan, est-ce que c'est tes jambes ou ta tête qui monte? C'est d'abord la tête. Parce que si t'as pas la tête, les jambes ne suivent pas. C'est le mental. C'est mental. Une expédition, tu l'as réussi à 95% sur le mental. C'est là que t'es très fort, tu crois? Moi, je crois, ouais. Je suis très fort mentalement. Je sais pas pourquoi, hein, mais j'ai là une faculté, disons, mentale de m'adapter très bien et d'accepter la souffrance, quoi. Mais t'as puisé ça où, tu crois? Ah, je ne sais pas. C'est des caractères comme ça. J'ai la chance de pouvoir le faire. Je sais pas si je pourrais le faire encore longtemps, mais je crois qu'on devient aussi par expérience très dur. Et je pense que pour notre entourage, ça doit pas être toujours facile. Tu sais qu'on parle souvent, on dit souvent qu'on a vaincu la montagne quand on a fait un sommet. Ouais, mais c'est complètement con. On n'a rien vaincu du tout. On a eu la chance de pouvoir, d'avoir le privilège, d'avoir passé un super moment avec la montagne, mais j'ai l'impression que vaincu la montagne, c'est un manque de respect qu'on a envers elle. Et à mon avis, un manque de respect peut amener à la catastrophe, à beau jour. Tu as pas vaincu 14 8000? Non, j'ai eu de la chance d'avoir pu être 14 fois là-haut. C'est 14 fois la montagne qui t'a accepté, en fait. Voilà, je crois, ouais. Salut jeune homme. Salut. Ça grasse. Ouais. Promène aussi par ces temps durs. Il y a un peu de temps encore. Peu, hein. Et toi, André, c'est quoi pour toi, Erhard, t'as pas un copain? C'est un phénomène, quoi. J'ai la chance d'avoir connu, j'ai fait des courses super avec lui. Un phénomène dans quel sens? Bon, surtout en Himalaya, je crois que c'est un extraterrestre. La personne qui arrive à suivre, je pense que c'est l'un des meilleurs, ou le meilleur actuel. Avec des regards, avec seulement une grimace sur sa tronche, je comprends ce que ça veut dire. C'est un poids plume, un moineau aujourd'hui, ils se sont volés avec le vent qu'il y a. Mais c'est un phénomène, si on veut vraiment aller plus vite que lui, alors on risque de crever. Il a 20 ans de montagne, mais il a toujours le même enthousiasme. Et quand on arrive au pied d'un grand truc, il a
Il a le regard qui pétille, il a toujours, c'est super. Hein, j'essaie de faire pareil. Vous partiriez tous les deux avec des femmes en expé? Bonne réponse. C'est alpin, hein? Wouh! C'est superbe. Bon, ouais. Oh. Alors je vais te faire venir là, on va faire un relais. Je vais continuer. Oh oh. Ouais, notre gaffe. Je vais faire un relais là. Hop là. C'est étonnant que les crampons ce qu'on peut. C'est dingue, hein? Ouais. Les pantalons, je pense qu'ils se disent la même chose. Bon, on te connaît pour tes 14-8000, mais ce qu'on sait peut-être moins, c'est que tu as signé beaucoup de premières. C'est important pour toi? Pour moi, les premières, c'est ma motivation un peu de faire des premières. Répéter des voix, en fait, ça m'intéresse pas beaucoup, quoi. Alors si je vais pour moi seul, il faut que je fasse quelque chose de nouveau. Puis il y en a une à laquelle tu tiens particulièrement quand même. Alors il y a le Mont Éparly, j'ai été l'année dernière. C'est en Antarctique, donc c'est des parois de 2700 mètres de dénivelé, un truc extraordinaire. Puis le sommet, je savais qu'il était convoité, mais il était vierge, quoi. Alors je suis parti là-bas, tout seul, et puis c'était plus dur que prévu, en fait. Vers la sortie du grand couloir, je me suis retrouvé devant une zone surplombante, délitée. J'ai essayé de mettre des clous, des coinceurs, impossible de mettre quelque chose. Puis j'osais pas faire le pas, j'ai essayé 2-3 fois, je suis revenu. Finir, j'ai enlevé le sac, je l'ai mis sur il y avait un petit becquet rocheux, je l'ai croché là, je l'ai attaché avec un bout de corde que j'avais. J'ai fait le pas, mais il m'a fallu plus d'1 heure pour faire le pas, j'osais pas le faire parce que c'était délité surplombant. En plus, en dessous, il y avait un couloir, et puis il y a du vent qui m'envoyait la neige en bas, donc c'était l'horreur. Je crois que c'était le passage peut-être le plus expo que j'ai fait de ma carrière. Et tu l'as fait, tu n'étais pas assuré en fait. Pas l'assurage, j'ai 2000 mètres de vide dessous, tu vois, c'était assez... J'étais assez tendu.
Et quand tu dis que tu osais pas, ça veut dire que la notion de la peur, c'est important. Alors pour moi, c'est important. La peur, l'angoisse, c'est l'assurance vie. Moi, le jour où j'aurai plus peur, j'irai faire de la pêche. Et je connais un copain qui ira avec toi. Et en plus, t'as les problèmes de température en Antarctique. Voilà, mais tu sais, en Himalaya, à 8000 mètres, tu vas pas en slip. Hein. Quelle température il fait au sommet de l'Éperlé? J'avais un thermomètre qui allait jusqu'à moins 45, donc il était au fond. Hein. Donc c'est entre moins 45 et moins. Ça, c'est un peu les données de l'Antarctique. Tu sais qu'il fait froid, tu sais qu'il y a du vent, tu sais que t'es pas très bien, mais bon, c'est le continent qui veut ça, c'est aussi toi qui veux ça. Tu vas rechercher des choses comme ça. En fait, l'éloignement, le fait que tu sais que t'es livré à toi-même, que t'as un engagement total, tu vois, t'as pas de secours, t'as rien du tout. Et ça, c'est ce qu'on recherche finalement. Déjà, le paysage, c'est quelque chose de lunaire, c'est extraordinaire. Puis en fait, l'impression d'être le premier à poser le pied sur un truc là, mais c'était vraiment fort pour moi. C'était un des trucs les plus forts, peut-être comme avec le sommet de l'Everest. En fait, dans la montée, j'ai rien mis, tu vois, j'ai pas mis de piton, de trucs. Et je trouve qu'on devrait garder ça pour au moins un continent où on doit avoir un maximum de pureté. Mais j'ai quand même laissé un piton juste sous le sommet, parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui ont l'esprit tellement tordu, qui veulent des preuves. Alors je l'ai mise, j'ai signé, j'ai mis un clou, puis voilà. C'était génial. Voilà. C'est fou, j'ai pas confiance au python. Non, je veux dire au crampon, au crabe. En fait, à partir de quel moment tu t'es dit, les 8000, il y en a 14, je veux les faire tous? C'est venu assez tard, en fait. C'est venu lorsqu'il m'en restait plus que 2 à faire, au 12e. Et puis, bon, pour finir, j'ai dit, bah, j'y vais, je vais aller faire ces 2 derniers. Comme ça, ça me permettra de tourner la page des 14 8000, puis d'être beaucoup plus libre, tu vois. C'est ça ce qui a changé fondamentalement, c'est que tu te sens plus libre. Maintenant, je me sens plus libre, ouais. J'ai plus de pression. Bon, j'en avais pas une monstre pression, mais quand même, toi, tu te dis, ce serait qu'on arrive à 85 balais, puis d'en avoir 2 qui manquent. Quand je pense qu'il grimpe sans corde, c'est follow. Est-ce que tu aurais pu faire tout ce que tu as fait avec des attaches sentimentales? Écoute, je pense pas que j'aurais fait la même chose. Je pense que si tu as une famille, tu peux pas t'engager la même chose. Donc, tu as 2 choses qui te prennent la tête. Tandis que si tu vas en Himalaya avec des barres très très hautes, il te faut être à fond dans le projet, tu vois, sans arrière-pensée, sans que ta pensée soit divisée entre 2 bonnes choses, tu vois. J'ai un de mes copains qui dit que les alpinistes, tous les alpinistes sont des handicapés affectifs, t'es d'accord? C'est vrai qu'il y a quelque chose à dire. Tu crois en la réincarnation alors? Ouais, c'est sympa, tu vois. Si un jour tu peux être un oiseau, ce serait extraordinaire.